Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment prendre en main un puppet simple. Je vais vous montrer à travers une animation de marche une méthodologie efficace pour travailler en animation cutout. Donc ici on a le puppet. C'est un puppet très simple parce que c'est juste une boule avec deux jambes. On verra par la suite d'avoir un puppet un peu plus compliqué, un personnage complet. Pour le moment, on va déjà essayer de prendre en main ce genre de modèle. On peut observer via la note view quel genre de personnage on a déjà entre les mains. Ici, dans la boîte du groupe, c'est ma puppet. Je peux rentrer dans le groupe avec la flèche qui se trouve ici à côté pour voir un peu quel genre de rig j'ai. Donc, je remarque déjà que c'est un rig en peg. Donc, on a juste une suite de dessins attachés entre eux avec des pegs. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma scène à part ce personnage? J'ai mon sol, le sol qui est sur deux niveaux pour raccorder aux pieds. Ça nous donnera une indication efficace pour pouvoir replacer les pieds. Ensuite, j'ai aussi un color card. Donc le color card, c'était un node qui nous permettait de remplir le fond pour un export vidéo, pour éviter que le fond soit complètement noir. Ensuite, moi j'ai ajouté une petite référence du cycle d'animation de marche. Mais bien sûr, on peut toujours faire son propre croquis d'animation traditionnelle en ajoutant un calque sur lequel on peut venir faire notre animation pour s'en servir de référence. En général, en animation cutout, il est quand même assez conseillé de ne pas partir au pif dans ses poses parce que le modèle va être assez compliqué à bouger. Ici, ça va que c'est que deux jambes, mais quand on verra un personnage complet, on remarquera que le bouger, c'est pas toujours facile. Donc on va passer beaucoup de temps des fois à faire une simple pose. Et si on part au pif, on aura tendance à se laisser faire par le modèle, à être beaucoup plus rigide dans l'animation et à avoir des poses qui sont peut-être pas très intéressantes parce qu'on aura tendance à pas oser pousser le modèle au maximum et du coup on aura des animations qui seront un peu pauvres, un peu molles. Donc il est toujours conseillé de soit partir d'une référence si on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Pour débuter, il n'y a pas de souci. Bien sûr, après, le but ce sera de réussir à faire ses propres animations. Mais du coup, effectivement, même en studio, quand on commence à faire d'animation cutout, les plus belles animations sont celles qui ont été crayonnées d'abord en animation traditionnelle, qui ont été réfléchies en animation traditionnelle, pour d'abord laisser libre cours à notre idée sur l'animation, pour ensuite calquer la puppet dessus, plutôt que de se laisser faire par la puppet qui sera du coup très rigide. Tout cela étant dit, comment bien commencer? Une fois qu'on a un petit croquis d'animation qui fonctionne et qu'on n'a plus qu'à placer sa puppet dessus, je conseillerais toujours de bien se centrer sur les poses clés et les breakdowns. Avoir des bonnes poses clés solides et des breakdowns intéressants, ça peut faciliter le travail par la suite. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'était des poses clés et des breakdowns? Les poses clés, c'est les poses qui racontent l'histoire. Le breakdown, c'est les poses qui vont raconter comment l'histoire se passe. Après, bien sûr, tout ce que je dis, c'est complètement personnel. Chaque animateur aura sa manière d'animer. Moi, je vous présente la mienne, mais sentez-vous libre de prendre la puppet en main comme bon vous semble. L'important, c'est d'arriver à un chouette résultat. Maintenant, si vous débutez, c'est toujours sympa de suivre les conseils. Ça vous fera déjà une première méthode à prendre en main. Et puis, vous pourrez toujours la faire évoluer à votre sauce par la suite. Donc moi, ce que je fais en priorité, surtout quand je vais faire des marches, c'est que je vais me baser d'abord sur les poses de contact. Pour moi, ce sera ma pose clé. Parce que si je faisais une bande dessinée et que je devais faire un personnage qui marche, j'aurais tendance à me centrer d'abord sur ce genre de pose. Parce qu'elle est complète, on comprend tout de suite ce qu'il fait, on comprend ce qui se passe, donc ce sera ma pose clé. Pour rappel un peu, on se déplaçait dans la vue caméra avec la barre espace enfoncée, donc on peut zoomer avec la molette de la souris, et puis on peut aussi faire une rotation de notre plan de travail avec CTRL et ALT enfoncé, et faire un reset view ici en bas de la vue caméra. Ensuite, pour bouger le puppet, pour rappel, on avait vu dans l'introduction au rig comment prendre en main le modèle rigué. Ici, comme on a vu que c'était d'office un rig en peg, on n'aura pas besoin des outils pour montrer les déformeurs. On utilisera donc uniquement les raccourcis B et Shift B pour remonter et descendre l'arborescence. C'est vrai que c'est encore un modèle assez simple, mais on ne va pas s'amuser à venir chercher les pegs ici à l'intérieur de notre rig. Je rappelle que c'était très important de mettre des clés d'animation sur les pegs, pas sur les dessins. Donc quand je clique dans ma vue caméra, je vais toujours attraper par défaut le dessin. Mais on avait vu donc de bien faire attention, d'essayer de ne pas mettre de clé d'animation sur le dessin directement pour éviter de péter le rig, pour éviter de faire plein de bugs. Donc on doit toujours prendre le réflexe d'être bien sûr d'être sur le peg. Pour savoir ça, je peux remarquer que si je clique dans ma vue caméra comme ceci, j'ai un cadre rose avec simplement ici le tibia qui est coloré
en bleu. Ceci, ça signifie que je suis sur le dessin. Le cadre rose, c'est que je suis sur le layer de dessin. Si j'appuie sur B, je remarque que non seulement il m'a sélectionné un peu plus, mais que le cadre est jaune. Là, je sais que je suis sur le PEG. Donc on avait les différentes boîtes de déformation, il y avait aussi la sélection, qu'on avait vu que ça pouvait être dangereux de confondre, parce qu'avec Select, ici en haut, on attrapait les traits, et la boîte est orange. Donc vraiment, ces indications vont nous aider à ne pas nous tromper. En général, quand on commence à prendre en main les puppets, on ne se trompe plus du tout, parce que c'est assez clair. Et du coup, gardez bien en tête que vous devez vraiment être sur le PEG, et que le PEG, la boîte est jaune, et qu'on a bien toute une sélection, en appuyant sur B. Attention aussi que voilà, si vous voulez sélectionner toute la jambe, ne vous amusez pas à faire des sélections ici en cliquant, glissant et en attrapant tout un modèle. Ça aura l'air de fonctionner parce qu'effectivement j'ai toute ma jambe sélectionnée, sauf que vous voyez la boîte est rose, donc ça veut dire que j'ai simplement attrapé plein de dessins et donc ça va faire vraiment plein de bugs parce que je rappelle, il faut vraiment mettre vos clés d'animation sur les PEG. Donc ça, c'est pas du tout la façon de bouger le modèle. Vous risquerez de vraiment casser complètement votre rig et votre modèle. Donc faites attention à ça. On ne sélectionne pas des éléments en laissant glisser ici et en sélectionnant des choses dans votre vue et en relâchant. Parce que là, évidemment, le B ne marchera pas, parce que vous n'allez pas savoir remonter l'arborescence, étant donné que vous êtes à plein d'endroits différents de l'arborescence. Les bonnes méthodes pour attraper des éléments, c'est donc de cliquer une fois dans votre vue, et puis d'appuyer sur B, jusqu'à ce que vous obteniez tous les éléments que vous voulez. Et ensuite, pour un modèle qui est rigué ainsi en arborescence de PEG, on va éviter de bouger et de casser le modèle ainsi. Donc en général, on va uniquement utiliser la rotation. Je vous conseille, avant de trop déformer votre modèle, de garder une clé neutre quelque part sur votre timeline. Parce que des fois, quand on travaille, à force de trop modifier les poses, on peut des fois perdre le modèle et ça devient difficile de les remodifier. Donc je vous conseille de toujours garder une pose neutre quelque part, ainsi vous avez une sauvegarde de votre modèle neutre. Ensuite, je peux garder du coup mon exemple. L'idée, ce sera de se rapprocher le plus possible de notre référence avec la puppet. Donc pour ça, je viens juste cliquer, j'appuie sur B plusieurs fois. J'utilise que les rotations pour être sûr de ne pas casser mon modèle. Et donc pour rappel, B remontait l'arborescence, alors que Shift B le descendait. Alors il y a plusieurs manières de faire les marches, donc ça c'est de nouveau vraiment la sensibilité de l'animateur, il y aura autant de manières de travailler qu'il y a d'animateurs. Il y a plusieurs écoles à ce niveau-là, pour la marche en développé ou la marche sur place. Je vous montrerai vite fait les deux méthodes. Ici je vais d'abord commencer en développé, parce que je trouve que c'est la méthode la plus simple pour faire une marche. Donc en développé, ce serait de faire chacune de mes poses qui fonctionnent déjà dans l'espace. Contrairement à la méthode sur place, où on anime une marche sur place et puis on la fait se développer par la suite. Les deux méthodes fonctionnent, c'est vraiment en fonction du confort de chacun. Moi, je trouve que la faire en développé permet de mieux gérer l'espace et de mieux gérer le placement des pieds et tout ça. Maintenant, voilà, ça dépend vraiment de la méthode de travail. De tous les cas, je vous montrerai les deux. Donc ici, je commence par la méthode développée. Aussi, le conseil que je peux donner, c'est de constamment tester votre animation. On avait donc l'Onion Skin qui se trouvait ici à gauche, mais pour rappel, l'Onion Skin, ce bouton-ci permettait juste d'allumer ou d'éteindre votre Onion Skin. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'Onion Skin dans leur interface, on peut faire soit Windows Onion Skin, soit venir l'appeler dans une fenêtre ici. En animation cutout, je rappelle qu'on se met bien by frame. By drawing, on ne verra rien parce qu'on est toujours sur un seul dessin en cutout. Donc moi ce que je conseille, c'est qu'à toute étape de l'animation, testez-la plutôt que d'avancer en straight ahead et puis qu'à la fin de l'animation rien ne fonctionne et que vous ne sauriez pas comment le gérer. Si vous le travaillez au fur et à mesure, que vous checkez chaque étape au fur et à mesure,
vous aurez beaucoup plus facile à cerner les choses qui ne vont pas. Vous pouvez regarder à chaque étape rebougez votre timing, chaque étape imaginez la suite de l'animation pour voir si ça a l'air de fonctionner et que ça donne le rendu que vous voulez. Ici on est sur quelque chose de très neutre, hein, c'est vraiment juste pour prendre le puppet en main. Ce qui est bien avec l'animation cutout du coup, c'est qu'étant donné que notre modèle fonctionne avec les mêmes dessins, avec juste des clés d'animation, c'est que je peux récupérer des clés d'animation d'une pose à l'autre, comme par exemple ici. J'avais décidé de finalement changer un petit détail sur cette pose-ci, sauf que j'ai la même pose ici un peu plus loin. Et bien, étant donné que c'est les mêmes dessins, je peux venir sur cette clé-ci, au niveau de mon curseur, je viens sur cette clé, avec le peg sélectionné où j'ai modifié ici cet élément, je fais un CTRL-C, je me mets ici, CTRL-V, et il me récupère ma position. Quand les poses clés fonctionnent, on passe donc au breakdown. Pour la marche, moi souvent je pense à la pose basse et la pose haute. L'Onion Skin de Toon Boom, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va afficher ce que vous avez sélectionné. Donc si je n'avais rien de sélectionné dans ma vue et que j'appuie sur mon Onion Skin, il n'y a rien qui a l'air de fonctionner. Donc si je veux afficher quelque chose, je dois sélectionner quelque chose. Soit sélectionner toute une clé et ainsi il me sélectionne tout mon modèle, soit je peux venir simplement sélectionner certains éléments et il ne m'affichera que certains éléments sélectionnés. Si je relâche tout, tout disparaît. Si je veux garder l'image de mon Onion Skin, même si j'ai désélectionné, ce que je vais devoir faire, c'est donc faire une sélection avec l'Onion Skin et puis cliquer sur l'Onion Skin une fois que ma sélection est faite. Et ainsi, il va garder, même si je désélectionne, il gardera l'image. C'est uniquement si j'allume mon Onion Skin avec rien d'affiché que du coup il modifiera à chaque fois ma sélection en fonction de ce que je choisis. Ensuite, quelquefois, on peut faire un mix entre l'interpolation et replacer ses poses. Par exemple, ici, si je mets mon interpolation, je vois qu'il me fait déjà un premier changement, ce qui pourrait me permettre de gagner du temps, surtout au niveau du déplacement de la hanche. Ça me permettra d'être plus précise parce que lui, il calculera exactement la moitié de ce déplacement de hanche que, à l'œil, je risque peut-être de déborder et que ça me ferait une saute après au niveau de la lecture. Donc, par moment, ça peut m'aider et je peux toujours récupérer cette pose en la fixant avec une clé d'animation et puis je peux retirer l'interpolation et puis modifier en fonction de ce que j'ai besoin. Si on veut bouger son modèle de manière plus précise, comme ici je vois que le pied dépasse un petit peu et je voudrais vraiment le placer pile poil, si on veut être précis, on peut utiliser les touches directionnelles du clavier et au plus on se rapproche de notre modèle dans la vue, au plus les touches directionnelles bougeront fort le modèle. Ici il fera une grosse saute que si je suis vraiment zoomé, il va me faire un tout petit peu par petit peu. Et vous voyez jusqu'ici, j'ai quasi pas encore utilisé l'interpolation. Quand on voit les puppets, je conseille vraiment de travailler le plus possible en clé d'animation comme je suis en train de le faire. Et d'utiliser l'interpolation, quelquefois quand on sait que ça peut nous aider, mais toujours en le retouchant derrière. On va laisser l'interpolation quand vraiment on arrive au final, c'est vraiment pour remplir les intervalles. Donc réfléchissez en tant qu'animateur traditionnel, on ne va jamais s'amuser à mettre plein d'intervalles entre des poses clés alors qu'on ne sait même pas encore vraiment ce qu'on va faire comme animation. Ici on a tendance à en abuser parce que ce n'est qu'un bouton à actionner, mais ça donnera vraiment des animations très moches. Si vous mettez de l'interpolation à chaque étape, ce sera vraiment mou, pas joli, pas maîtrisé, pas des belles poses, plein de bugs. Donc vraiment, essayez de prendre un maximum ce genre de méthode quand vous travaillez en cutout. C'est très important. Je sais qu'en animation traditionnelle, on a des styles d'animation qui fonctionnent très bien en straight ahead, donc en faisant image par image comme ça au feeling. En traditionnel, ça peut marcher parce qu'on peut toujours faire évoluer notre dessin. En puppet, ce n'est pas le cas parce que les puppets vont toujours être rigides et on aura tendance à avoir des sautes dans l'animation. Ce sera très approximatif, pas propre et ce sera absolument impossible à récupérer. Donc je conseille d'être vraiment rigoureux quand on travaille avec les puppets pour travailler plus efficacement. Donc centrez-vous sur des poses clés qui fonctionnent, qui sont bien et avancez ainsi petit à petit. Testez des interpos de temps en temps pour voir si ça peut vous aider, comme ici je venais de le faire, mais je suis venue le retoucher par derrière parce que on avait vu, ça ne donne rien du tout comme pose. C'est ce genre de problème que vous pourriez avoir
en usant de l'interpolation. Les pieds qui traversent le sol, étant donné que le logiciel, lui, il va pas du tout comprendre qu'il y a un sol, hein, c'est pas lui qui va le faire à votre place. Donc vous voyez, on peut des fois récupérer quelque chose, mais il va falloir retoucher pour exactement avoir ce qu'on veut. Attention d'être bien propre aussi, parce que ici, si vous voulez ajouter des frames, par exemple allonger votre timing et donc ajouter des frames entre plusieurs clés, pour rappel, vous pouviez soit attraper vos clés et les bouger. Donc chaque clé, vous pouvez cliquer dessus, les attraper, les glisser sur votre timeline pour les bouger. Mais on avait aussi le raccourci plus et moins. Attention, si là j'avais donc la jambe sélectionnée, si vous appuyez sur plus pour ajouter des frames ici à l'intérieur de vos clés, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir toutes des clés blanches apparaître. Les clés blanches, ce qu'elles représentent, c'est des clés d'animation qui se trouvent à l'intérieur d'un modèle, alors qu'il n'y a pas des clés d'animation sur tout le modèle. Pour illustrer ça, je vais vous montrer ici au niveau de la timeline. J'ai donc bien ma jambe sélectionnée, je l'ai bougée, ça a mis cette clé blanche. Et bien grâce à l'outil Center on Selection, je vais pouvoir directement arriver à ce que j'ai sélectionné au niveau de mon modèle. C'est là où je vois un peu à quoi va ressembler un modèle déplié au niveau de la timeline. Ça peut être que des imbrications de dessins dans des boîtes et dans des boîtes. Je rappelle que si vous en êtes là et que vous ne voyez même pas les noms de vos calques, il faudra venir dans Edit, Préférences, Timeline et Reduce Indentation. Donc si je le décoche, je vois que tous les noms disparaissent. Donc ça va arriver d'office à tous les modèles, parce qu'à partir du moment où vous voyez on a déjà un modèle extrêmement simple, eh bien on arrive déjà à ce genre de problème. C'est qu'en fait, au plus on a des boîtes imbriquées, au plus Toon Boom donc va prendre de la place pour afficher les noms. Donc je vous conseille vraiment de cocher cette préférence. Ce sera beaucoup plus confortable pour travailler. Donc c'était dans Timeline et Reduce Indentation. Ainsi, il va réduire l'espace qu'il prend pour afficher les noms imbriqués. Et ainsi, on pourra toujours voir le nom de nos calques, même si on en a des centaines. Donc ici, ce qui se passe, ce que je remarque à l'intérieur de mon modèle, c'est qu'effectivement, sur cette frame, je n'ai qu'une seule clé d'animation et je n'en ai pas ailleurs. C'est ça la clé blanche, donc j'ai bien une clé rouge sur le calque que j'ai bougé. Seulement si je referme toutes mes boîtes, donc avec le raccourci 0, pour être sûr que tout est bien refermé, avec mon raccourci 0, je vois que c'est une clé blanche. C'est ça que ça signifie. C'est qu'à l'intérieur de mon modèle, j'ai une clé d'animation, mais je n'ai pas des clés sur tout le modèle. Ça peut être problématique, surtout si j'aime bien user de l'interpolation. Parce que si je viens maintenant fixer une clé sur mon modèle, sur l'entièreté de mon modèle, eh bien ce qui se passe, je vois que voilà, juste cette jambe-ci, je l'ai bougée. Imaginons maintenant, je voudrais que mon personnage bouge la jambe et puis s'envole, par exemple. Eh bien, ce qui pourrait se passer, si je mets maintenant l'interpolation, c'est qu'il commence déjà à s'envoler alors que je voulais juste qu'il bouge la jambe. Pourquoi? Parce que mon modèle n'était pas réellement fixé. Si je viens ouvrir maintenant toutes les boîtes, je remarque ce qui se passe. J'avais bien ici des interpolations qui se jouent de cette clé-là à cette clé-là parce qu'elle n'était pas fixée. Et la clé fixée a fait blocage et du coup n'aura pas continué l'interpolation par la suite, ce qui donne ce clac. Donc vous voyez, les clés blanches, ça peut faire ce genre de problème. Étant donné qu'on n'a pas des clés sur tout le modèle, quand on va utiliser des interpolations, ça va traverser certaines clés, certaines d'autres non, et du coup en fait on n'aura pas du tout ce qu'on veut. Donc faites bien attention à ça. Généralement quand on a notre boîte fermée, donc quand tout est bien fermé, qu'on est bien sur un peg, donc je rappelle c'était le raccourci 0 pour bien fermer toutes nos boîtes, on peut alors juste cliquer sur cette clé blanche et venir la fixer avec l'Insert Keyframe. Et ainsi on peut voir que le logiciel aura mis des clés partout. Si la boîte est ouverte, il mettra une clé d'animation uniquement sur la boîte, pas sur ce qui est à l'intérieur. Malgré le fait que j'ai tout qui est sélectionné, étant donné que toutes mes boîtes sont ouvertes, je n'ai qu'une seule clé qui s'affiche. Alors que si toutes mes boîtes étaient fermées, je réappuie sur 0, je viens cliquer sur le même bouton, je viens faire Insert Keyframe, et là en ouvrant mes boîtes, je vois qu'il m'a bien mis des clés partout. C'est pour ça que quand on anime, on essaie de toujours bien animer sur les boîtes fermées. Donc les boîtes, je veux bien parler des pegs, de l'imbrication des pegs et des groupes, des différents groupes, toutes ces choses qui comportent les layers de dessin, toutes ces choses qu'on peut ouvrir et fermer, eh bien il vaut mieux qu'elles soient fermées. Alors, une fois qu'on commence à avoir quelque chose qui fonctionne, à ce stade, il vaut mieux s'assurer maintenant qu'on n'a pas le pied qui déconne, qui traverse le sol, qui tremble, tout ce genre de choses.
parce qu'au plus on aura de clés d'animation, au plus ce sera difficile. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'être très rigoureux. Il vaut mieux prendre plus de temps à faire les poses clés, les breakdowns et de prendre vraiment 80% de votre temps à les faire parfaitement parce que ça vous facilitera la tâche par la suite. C'est exactement la même chose en fait en animation traditionnelle. Si vous rushez vos poses clés, vos breakdowns et que vous passez directement aux intervalles et puis qu'après lecture il y a tout qui déconne, retouchez ça pour le faire fonctionner, ça va vous prendre des heures et des fois c'est même beaucoup plus rapide de tout recommencer que de retoucher quelque chose qui déconne. Donc je vous conseille de commencer par être rigoureux, vous gagnerez énormément de temps. À partir de là, je vais utiliser la même méthode, utiliser mon interpolation parce que là, au niveau de l'animation traditionnelle, j'en suis à la phase de l'intervalle. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rendre l'animation fluide. Et donc pour rappel, en animation traditionnelle, on essaye d'avoir un dessin toutes les 2 frames. Et bien en animation de cutout, on va essayer de se rapprocher de cette sensation-là en visant les une clé toutes les 2 frames. Donc pour rendre mon animation fluide, maintenant j'aurai à tout remplir. Je remarque bien sûr que si je vais juste mettre mon interpolation, eh bien ça va déconner dans tous les sens. Là on voit au niveau du pied, ça tremblote, ça traverse le sol. C'est normal parce que le logiciel lui comprend pas ce qu'il fait. Donc je vais utiliser la même technique, c'est qu'à chaque fois je vais utiliser mon interpolation pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Parce qu'en soi le mouvement de la jambe il est pas mal, j'aurai juste à le retoucher un petit peu pour m'assurer qu'il ne sorte pas des clous. Une fois que notre cycle de marche fonctionne et nous convient, on va pouvoir facilement le récupérer. Donc on a une première portion du cycle qui se finit ici. Et bien, pour continuer cette marche sans avoir à tout réanimer, on peut simplement dupliquer ici avec un CTRL-C, revenir sur cette pose, CTRL-V. Je vois que forcément il revient en arrière parce qu'il me reprend simplement toutes ces clés-là. Pour l'instant c'est tout à fait normal. Je vais le refaire comme ça je suis sûre voilà, d'avoir ça sur toute ma timeline. Donc pour l'instant il me cycle simplement mon animation plusieurs fois, ce qui est absolument normal. Et maintenant, grâce à l'aide d'un peg, je peux simplement le faire sauter au fur et à mesure. Je vais simplement ajouter un peg. Donc je suis bien sur mon dernier peg de mon rig. Je fais un CTRL-P. Et ici par exemple ça pourrait être mon peg de déplacement. Donc je fixe ma première clé, j'ai mon nouveau peg ici. Je fixe ma nouvelle clé. Je regarde où est-ce qu'il cycle. C'est sur cette clé-ci. Et bien j'allume ma note view et je viens simplement bouger mon modèle pour qu'il ait l'air de continuer à avancer. Ouais, le peg est vraiment super pratique. On peut toujours recadrer, repositionner les éléments. Et bien ici, juste avec une ou deux petites clés, on peut faire avancer notre cycle d'animation. Pour ceux qui préfèrent faire leur animation de marche sur place, à partir de là, vous pouvez simplement dupliquer votre animation. Donc en partant ici, voilà, je vais la copier à côté du coup. Voilà, comme ça, on aura rempli toute notre timeline avec notre cycle de marche. Et bien, je lui ajoute simplement un peg. Je fixe une première position. Et puis, je lui ajoute l'interpolation. Ici, ça frise un petit peu, il y a les parasites. C'est normal, c'est parce que notre animation se joue en une clé toutes les deux frames, alors que mon interpolation lisse tout. Et donc, on a cette espèce de glissement sur le sol entre les clés où plus rien ne bouge. Cette technique est sympa pour gagner un peu de temps. Maintenant, à mon sens, elle gagne surtout du temps quand on ne voit pas les pieds.
Parce que si on ne voyait pas les pieds, il n'y aurait pas vraiment de souci parce que du coup, on ne se rend pas compte de ce genre de parasites, ça fait le taf et on gagne énormément de temps. Si on voit les pieds, c'est là où ce sera un peu plus compliqué parce qu'il faut s'assurer que les pieds ne glissent pas sur le sol, qu'il n'y ait pas de parasites, qu'il n'y ait pas de saute au niveau des dessins. Donc pour pas perdre trop de temps, ce qu'on peut faire, c'est du coup replacer simplement le cycle à la main, clé par clé. Maintenant, une fois que c'est cyclé, ne vous amusez pas à le faire tout le long. On peut toujours faire cycler et gagner toujours plus de temps en dupliquant simplement la parcelle où vous aviez bien replacé les pieds. Et puis, comme pour l'animation en développé, vous rajoutez juste un peg supplémentaire et puis vous bougez dans l'espace une fois que ça cycle. Le cutout, au fond, ce sera toujours réfléchir comment faire les choses plus rapidement et plus efficacement. Et donc voilà, avec tout ça, on aura vu comment prendre en main une petite puppet simple. Et au fur et à mesure des vidéos, on pourra voir des puppets un peu plus compliquées et les bonnes méthodologies pour travailler efficacement en animation cutout.